Rachid Ami, cinéaste, a découvert Taïwan avec son frère cadet Jalal, personnage principal de son dernier film pour la France. Excusez-moi, mais c'est insuffisant. Il vit entre la France et Taïwan. Il est sur le point de tourner un court-métrage pour la collection Taipei Stories. Si je dois vraiment vous faire un sac de survie, je vous le fais, hein, ça prend 3 secondes. Ah oui. Médicaments, un kit de couteau, une pierre à feu, 2 paires de chaussures, 2 pantalons, 2 vestes imperméables, 2 t-shirts de pull. Et je finirai par mettre, je pense, hein, une gourde, vous savez les gourdes là, spéciales pour purifier l'eau. Voilà, tout simplement. Et une petite pelle et une Maglite. Ah, je fais du camping, les gars. Alors, la petite pelle, elle m'a servi, hein, quand il pleut, faire le petit chemin pour que l'eau s'écoule pas dans ta tente, mais à côté, je l'ai faite, celle-là. Et bien évidemment, la tente, hein, on l'oublie pas. Bah ouais, mais c'est-à-dire que c'est le minimum si tu veux survivre. Le problème, c'est que je pense que personne ne le fait parce qu'à Taïwan, on voit pas pour quelle raison on ferait un sac de survie. Moi, j'ai vécu des typhons de psychopathes, par exemple le typhon de 2018 qui avait secoué les immeubles à Hong Kong. C'est un typhon de catégorie 4 ou 5, un truc énorme. Je l'ai vécu à Taipei, ça a été énervé pendant une journée, et le lendemain, c'était terminé, quoi. Je pense que la manière dont est organisé Taïwan fait que la survie en elle-même, elle est assez inimaginable. Tu vas dans n'importe quelle ville à Taïwan, tu descends, tu as 8 7-Eleven, 12 Family Mart, ils sont côte à côte. Le concept de survie, il est compliqué, c'est-à-dire, je crois que tu survis quand tu trouves pas un 7-Eleven à moins de 100 mètres, quoi. Là, tu rentres dans la survie à Taïwan, donc c'est vrai que je pense que c'est très inimaginable ici. Après, c'est vrai qu'on peut parler aussi du sujet un peu plus sensible qui concerne Taïwan et la menace chinoise continue, constante. Je pense que si vous parlez avec les gens ici, pour eux, l'éventualité d'une guerre est impossible. C'est-à-dire, ils y croient pas du tout. Moi, en tant qu'Européen, quelqu'un qui a passé pas mal de temps ici, j'entends l'alarmisme à l'extérieur. Mais après, il y a une réalité. C'est une île. Et c'est pour ça que j'ai du mal à y croire aussi. Ça reste un truc qui est de l'ordre de la science-fiction. Ça veut pas dire qu'il y aura jamais rien, mais qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe, j'y crois pas. Nouveau numéro de Reporter sur France 24, direction Taïwan. À 180 km au large de la Chine continentale, l'île est sous une pression croissante de son puissant voisin qui considère le pays comme une province chinoise. Xi Jinping, le président chinois, envisage le recours à la force et prépare son armée en multipliant les provocations militaires. Le spectre d'une guerre à l'ukrainienne hante les 23 millions de Taïwanais qui n'ignorent pas non plus la manière dont Pékin a repris le contrôle de Hong Kong. Depuis la guerre en Ukraine, tout le monde se dit qu'il y aura la guerre à Taïwan. J'explique juste que c'est des situations très différentes et si on doit parler de manière militaire, on sait tous que prendre une île, c'est pas comme si on se déplaçait sur les plaines qui séparent la Russie de l'Ukraine. C'est pas du tout les mêmes contextes. Il faut être un peu cohérent. Le détroit de Taïwan, il est dangereux 10 mois par an, et il est accessible 2 mois par an, et c'est 2 mois qui sont pas collés. Donc, c'est à moins qu'ils voulaient qu'on fasse la guerre pendant 1 mois, qu'on s'arrête pour la reprendre 6 mois plus tard pour la refaire 1 mois. L'éventualité d'une guerre, pour l'instant, elle est très lointaine. Malgré la rhétorique et toutes les démonstrations de force et tout ce qui va avec, la réalité c'est que Taïwan reste une île et prendre une île ça reste un enfer et que personne ne peut dire aujourd'hui qu'il peut prendre une île. Donc c'est pour ça que moi je suis en confiance quand je suis ici, j'ai pas peur de manière rationnelle. Un conflit taïwanais c'est un conflit mondial quoi, c'est pas l'Ukraine. N'oublions pas que Taïwan, pendant très longtemps, ça a été déjà un avant-poste pour plein de pays du monde, c'est-à-dire Thaïlande, c'était les Néerlandais, la côte est de Taïwan, ça a été beaucoup d'Espagnols. Des morceaux de Taïwan ont été administrés par plusieurs nations. En réalité, la Chine, elle a administré Taïwan, les Qing ont administré Taïwan pendant 5 ans.
y a un moment très intéressant de l'histoire taïwanaise où l'empereur a dit « mais tout ce qui est au-delà des mers n'est pas la Chine ». Fin de discussion. Sauf qu'un jour, ils ont eu cette volonté d'administrer Taïwan pour des raisons stratégiques. Et donc, ils ont administré Taïwan pendant 4 ans et demi, 5 ans. Donc quand j'entends que Taïwan fait partie de la Chine depuis des siècles et des siècles, ça me fait vraiment rigoler. Déjà, la Chine ne fait pas partie de la Chine depuis des siècles et des siècles. Ce territoire, il a été reformé par Mao, qui a pris les plus longues, grandes frontières imaginables de la Chine. Et même lui ne pensait pas que Taïwan en faisait partie. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de savoir que la présence chinoise à Taïwan n'a jamais été très forte. Et qu'en réalité, la vraie présence qui a façonné Taïwan, c'est la présence japonaise. Je pense que Taïwan a une véritable qualité de vie générale, c'est-à-dire on vit bien à Taïwan, on voit que voilà, les couches les plus populaires quand même ont une vie douce, l'école est gratuite, les hôpitaux, la santé c'est gratuit, et pourtant ils paient moins d'impôts que nous, hein, il y a des routes, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je pense que Taïwan n'a pas beaucoup changé. Pourtant, il s'arrête un peu ici. Et même s'il y a de nouvelles stations de métro, que j'ai vu des lignes s'ouvrir qui n'existaient pas avant, que je vois des choses bouger, des bâtiments pousser, ça reste quand même très old school. C'est-à-dire, quand je dis old school, c'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire sur les valeurs, elles ne changent pas. Les gens, ils portent ces valeurs-là, ils continuent les gens plus jeunes, les gens plus âgés, il y a un truc où on a un truc de valeur, une base de valeurs sociales qui reste très forte. C'est-à-dire qu'il y a une disparité très, très importante aujourd'hui entre, par exemple, moi qui ai 37 ans, quand je vois des gens de 20 ans, ouais, c'est deux mondes. Ici, pas vraiment, quoi. Qu'entre les générations, bien sûr, il y a des petites différences, petites, mais pas comme chez nous, où elles sont énormes. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait c'est comme si la société façonnait plus les individus que l'éducation qu'ils reçoivent. Il y a aussi des codes sociaux japonais qui font partie de la société taïwanaise. Au Japon, si on ne se comporte pas un peu comme les règles disent, personne ne va vous dénoncer. Mais vous êtes jugé socialement par les autres, le regard des autres, la perception que les autres ont de vous. Et donc les Taïwanais vivent avec cette même pression sociale qui fait partie de manière intrinsèque à l'organisation sociale à Taïwan. C'est pour ça que personne n'ose enlever ce masque. C'est un jeu où le premier qui l'enlève, on va le dénoncer, socialement, hein, je parle. C'est-à-dire, regardez, il a enlevé son masque, c'est pas bien ce qu'il a fait. Puis le deuxième, il va... Ouais, mais puis en fait, le mec qui dit ça, il rêve de le retirer lui aussi. Hein. Et donc, juste, on attend de savoir qui est le premier à passer ce cap-là pour pouvoir suivre. Mais tant que c'est pas fait, c'est un peu un stalemate de cow-boy, quoi. Ils attendent de savoir qui va tirer le premier. Et donc, ouais, ça fait partie aussi des petites incohérences de la société taïwanaise. C'est-à-dire qu'il y a cette dualité entre une pression sociale héritée du Japon, la tension héritée de ces années de terreur blanche, et en même temps le rejet de la dénonciation, de tout ce qui faisait partie de cette dictature, qu'ils ont rejeté très fort juste avec le passage à la démocratisation, mais pas que. Aujourd'hui, les Taïwanais ils veulent plus de liberté et c'est tout ce qui les intéresse. Il a un peu abandonné le poste de Kaohsiung, il n'a pas assez travaillé, il a commencé à ne pas s'en occuper. Donc les Taïwanais ont demandé un référendum juste dans la ville de Kaohsiung pour savoir s'ils veulent le garder ou pas comme maire. Donc, c'est-à-dire ça s'exprime par les urnes, mais ça s'exprime aussi par ce que j'appelle la consultation, c'est-à-dire que tout d'un coup, eux se disent, nous on a le droit de changer d'avis sur notre maire s'il n'est pas à la hauteur ou s'il n'a pas respecté son contrat politique envers nous. Mais parce que leur liberté à eux, la manière dont ils la voient, c'est pas la même chose que nous. Eux, leur liberté, c'est pas une idée de confrontation avec le pouvoir ou avec la gouvernance. Eux, leur idée de la liberté, c'est faire partie
de cette gouvernance, c'est de faire partie de... Et pas forcément pour s'opposer ou pour être pour des règles, c'est d'avoir le sentiment d'être consulté, d'être dans la discussion de ça. Et même s'ils n'ont pas d'idées, même s'ils n'ont pas de volonté parfois, ils ont besoin d'aujourd'hui de faire partie de cette discussion. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est que pour nous, la démocratie, c'est de se battre contre notre gouvernement. Voilà, c'est d'avoir ce droit-là. Pour eux, la démocratie, c'est de participer, non pas que par le vote, mais avoir le sentiment d'être consulté, de faire partie de ce qui se passe, quoi. La société, c'est aussi les anciens comme les petits jeunes. Moi, il y a une valeur, mais parce que je suis... Alors peut-être c'est parce que je suis d'origine algérienne qui me touche beaucoup à Taïwan. C'est vraiment l'amour qu'ils portent à leurs aînés. Et ça ressemble beaucoup à ma culture, à ma partie de culture algérienne. C'est que les aînés... C'est pas un problème, c'est pas un souci, c'est des gens qu'on aime, ils nous ont donné de l'amour, ils nous ont éduqués, ils nous ont portés, il y a une forme de bienveillance. Tu vois, de prime abord, les gens, ils sont bienveillants. Il y a pas... le premier sentiment, il est là. C'est-à-dire, en France, tout de suite, c'est la méfiance qui prend. Et après, on ouvre un peu. Ici, d'abord, les gens, ils sont bienveillants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous faire confiance, ils sont bienveillants. C'est-à-dire que c'est plus facile d'arriver à la confiance que chez nous. Où c'est plus bizarre, c'est plus galère. Chez eux, il y a une bienveillance.